Dans cette vidéo, nous nous demanderons en quoi Cyrano de Bergerac peut être considéré comme une pièce romantique. La question peut paraître étonnante en raison de son anachronisme. En effet, on considère généralement que le romantisme français s'est développé entre 1820 et les années 1850. Or, Cyrano de Bergerac a été représenté pour la première fois en 1897, c'est-à-dire une cinquantaine d'années après la fin du romantisme. Écrire une pièce romantique à la toute fin du XIXe siècle peut donc paraître totalement démodé. Disons que c'est un peu comme si vous regardiez aujourd'hui des programmes télévisés des années 80. Nous pouvons alors nous demander ce qui légitime la question, puisque la date ne paraît pas un critère valable. Pour cela, rappelons les principales caractéristiques du théâtre romantique, qui sont le refus des règles classiques de la vraisemblance et de la bienséance, considérés comme des carcans qui étouffent la créativité, le mélange des tons, le mélange de grotesque et de sublime, de comique et de tragique, l'inspiration historique avec le désir de faire couleur locale, et la caractéristique du héros qui est à la fois hors du commun et à l'écart de la société. Nous pouvons voir que Cyrano de Bergerac correspond à tous ces critères-là. C'est pourquoi nous aboutissons à la problématique suivante. En quoi la pièce Cyrano de Bergerac est-elle héritière du mouvement romantique ? Dans un premier temps, nous verrons que Cyrano possède les caractéristiques du héros romantique, c'est-à-dire qu'il en a la noblesse d'âme, la grandeur et la marginalité. Il convient tout d'abord de noter que Cyrano est un héros grandiose, hors du commun. Si dans la tragédie classique, les héros sont de haute naissance, les protagonistes de drames romantiques peuvent être, eux, des hommes du peuple. Quelle que soit leur origine sociale, ils font tout pour atteindre un idéal qui les dépasse. C'est bien la caractéristique de Cyrano de Bergerac, qui, comme il le dit dans la scène 5 de l'acte 1, a décidé d'être admirable en tout, pour tout. Il recherche donc une noblesse d'âme qui le dépasse. Le caractère hors du commun du protagoniste est souligné dès le début du premier acte, lorsque ses amis parlent de lui avant son entrée en scène. Les superlatifs, cet homme est des moins ordinaires, c'est le plus exquis des êtres sublunaires, permettent de le décrire comme un être exceptionnel. Il apparaît aussi comme un homme accompli, à travers l'énumération, rimeur, bretteur, physicien, musicien. Il sait tout faire. Il est à la fois poète, excellent duelliste, scientifique et artiste. La recherche d'absolu de la part de Cyrano est symbolisée par le motif de la lune récurrent dans la pièce. On pourrait dire en quelque sorte que c'est un homme qui veut décrocher la lune et se donne les moyens d'y parvenir. Du moins le fait-il en récit lorsqu'il parle à De Guiche des diverses façons d'aller sur la lune. Car la lune est d'abord l'attribut du poète, ce qu'est Cyrano, comme en témoigne la scène du balcon ou, dans une verve plus comique, la scène de la ballade du duel ou de la tirade du nez. La lune, c'est aussi le désir d'atteindre un idéal amoureux et moral. C'est pourquoi elle accompagne Cyrano jusqu'à la fin de la pièce. C'est à elle qu'il s'adresse avant de mourir. L'idéal moral est d'abord exprimé face à Valvert, qui, dans le premier acte, reproche à Cyrano de ne même pas porter de ruban, fustigeant ainsi son aspect débraillé. Cyrano lui rétorque que c'est moralement qu'il a ses élégances. S'ensuit tout un passage où la métaphore du costume est utilisée pour signifier l'importance de se vêtir d'un honneur intact. Vous voyez dans le passage notamment les mots « affront pas très bien lavé »,« la conscience jaune de sommeil »,« l'honneur chiffonné »,« les scrupules en deuil ». Cyrano est un homme qui tient à maintenir son panache. Le panache est d'ailleurs le dernier mot de la pièce. C'est cet honneur immaculé, sans un pli, sans une tache, qu'il porte aussi fièrement que les plumes de son chapeau, que Cyrano veut emporter par-delà la mort. C'est donc le signe de son existence, une existence vouée tout entière à l'honneur.
L'idéal que poursuit le protagoniste est aussi un idéal amoureux. Il aime la plus belle qui soit. À ses yeux, Roxane surpasse toutes les déesses. Il se dévoue corps et âme à cet amour, quitte à s'oublier lui-même. En effet, il se tait pendant 15 ans et ne révèle être l'auteur des lettres qui ont tant ému sa cousine qu'à l'instant de mourir. Cyrano associe donc la recherche d'une perfection morale et l'expression hyperbolique des sentiments. En ce sens, il est très proche des héros romantiques. Il en a une autre caractéristique, la marginalité. Par exemple, Hernani, dans la pièce éponyme de Victor Hugo, est un bandit qui vit à l'écart de la société, tout comme Karl, le héros de la pièce Les Brigands de Schiller. Du même Victor Hugo, Ruy Blas est un valet qui se retrouve, suite à une machination, dans les habits de Premier ministre. Il est donc un homme du peuple totalement en décalage avec la haute noblesse espagnole dans laquelle il évolue. Cyrano, lui aussi, est un marginal. On le note dans cette réplique où il affirme vouloir rêver, rire, passer, être seul, être libre, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Dès le premier acte, de nombreuses répliques insistent sur cette marginalité du héros. Une accumulation le présente par exemple comme un être bizarre, excessif, extravagant, falot, tous des synonymes insistant sur son étrangeté. Un peu plus loin, dans la scène 4 de l'acte 1, il adresse un défi collectif au parterre, c'est-à-dire qu'il se retrouve seul contre tous, prêt à affronter tout le peuple du théâtre. Face à Valvert, il exprime son indépendance, qui est associée, une nouvelle fois, à l'idée de panache. Pour Cyrano, la bizarrerie, la marginalité est donc un signe de son honneur. La marginalité de Cyrano est aussi marquée par son refus catégorique d'avoir un protecteur, c'est-à-dire un grand seigneur qui le sortirait d'embarras le cas échéant et financerait ses travaux de poète. Cyrano est un homme qui ne craint pas de déclencher des inimitiés, qui les recherche même, et qui est prêt à se faire des ennemis puissants comme De Guiche. La pièce de Rostand est donc proche du romantisme grâce à son héros, à la fois grandiose et marginal. Nous verrons dans un second temps que la pièce a un autre point commun avec ce mouvement littéraire du début du XIXe siècle, c'est la recherche d'une certaine fidélité au réel. Les romantiques se moquent de la vraisemblance des classiques qui leur paraît bien peu conforme à la réalité. Victor Hugo, par exemple, se moque de ces personnages qui viennent tous raconter leurs problèmes exactement au même endroit, dans le même vestibule. Pour les romantiques, le théâtre ne doit pas se contraindre à l'unité de temps, de lieu, car ces unités-là sont tout à fait contraires au réel. Au contraire, le théâtre doit représenter la totalité du monde et être le plus fidèle possible au lieu et à l'époque qu'il représente. Comme la majorité des drames romantiques, Cyrano de Bergerac est une pièce historique dans laquelle les nombreux personnages reflètent la variété de la société. La didascalie initiale précise ainsi que la scène a lieu dans la salle de l'Hôtel de Bourgogne en 1640. L'ancrage historique de la pièce est tout d'abord marqué par le choix des personnages. Cyrano de Bergerac, le baron de Neuvillette, le comte de Guiche, Ragueneau, Lebret, Carbon de Casteljaloux ont existé, tout comme Linière ou Montfleury. Rostand s'est appuyé sur des sources historiques pour créer ses personnages, même s'il a parfois pris bien des libertés avec ces fameuses sources. La pièce mentionne également des événements historiques, comme le siège d'Arras, ou des mouvements culturels de cette époque, comme celui des Précieuses, dont Roxane fait partie. L'impressionnante liste des personnages témoigne par ailleurs de la volonté de représenter l'ensemble de la société, sans oublier quiconque. On compte 54 rôles parlants différents. À côté de ces 54 rôles, se trouvent encore tous les figurants, la foule, les bourgeois, les marquis, les mousquetaires, les tire-laines, les pâtissiers, les poètes, les cadets, les comédiens, les violons, etc.
c'est-à-dire que l'on a à la fois des précieuses appartenant à la haute société, des bourgeois de la classe moyenne, et les tire-laines, les voleurs. Toute cette population variée est présente dans la première scène au moment de l'ouverture du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. C'est donc en représentant la société du XVIIe siècle de la façon la plus complète possible que Rostand s'inscrit dans une certaine fidélité au réel, chère aux romantiques. Comme eux, il rejette également la règle des 3 unités qui était chère aux classiques. En témoigne le début de l'acte 5, où la didascalie initiale précise que l'action de ce dernier acte a lieu 15 ans après les 4 premiers. On est bien loin des 24 heures auxquelles les auteurs classiques étaient obligés de se contraindre. Cette affiche de spectacle rappelle aussi combien la règle de l'unité de lieu est malmenée. Le premier acte de Cyrano de Bergerac se passe à Paris, à l'Hôtel de Bourgogne. Le deuxième acte, toujours à Paris, est chez Ragueneau, dans la rôtisserie des poètes. On trouve ensuite une rue, sous le balcon de Roxane. Le quatrième acte nous déplace à Arras, pendant le siège. Et enfin, pour le cinquième acte, nous sommes dans le couvent des Dames de la Croix. Non contents de s'affranchir de la règle des 3 unités, les romantiques refusaient également la bienséance, qui imposait, pendant toute l'époque du classicisme, de ne rien représenter sur scène qui puisse choquer le public. Rostand, à leur suite, refuse la bienséance. En témoigne le 4e acte, dans lequel on voit une scène de bataille épique où les cadets tombent les uns après les autres sous le feu ennemi. On y a vu aussi mourir Christian, et au 5e acte, Cyrano meurt sur scène. La filiation de Cyrano de Bergerac avec le drame romantique est donc marquée par le désir de représenter la réalité de la façon la plus riche possible, qui conduit à s'affranchir des règles telles que les 3 unités ou la bienséance. Une autre règle classique et battue en brèche par les romantiques, c'est celle de l'unité de ton. Au contraire, Victor Hugo prône l'alliance de grotesque et de sublime, et les drames romantiques mélangent comique, tragique, dramatique, épique, lyrique. Le mélange des tons est indéniable dans cette pièce qui juxtapose des registres divers. Par exemple, dans la réplique que vous avez sous les yeux, on trouve, juste après une phrase en patois gascon qui peut amuser le public parisien par son exotisme, le rappel tragique de la mort de Christian et du moment où Cyrano a cru pouvoir avouer son amour à Roxane et s'est tu pour jamais. Il semble qu'aucun registre ne manque à la pièce. Le comique, bien sûr, est très présent. On le trouve par exemple dans la tirade du nez, où l'invention de mots s'ajoute à la variété du jeu pour amuser le public. Il est présent également dans la ballade du duel, au cours de laquelle Cyrano humilie son adversaire par son talent oratoire autant que par son talent d'escrimeur. Le comique se trouve également dans la scène où Cyrano, masqué comme un personnage de théâtre italien, tombe du ciel et raconte à De Guiche comment il a pu monter sur la lune. Le comique est aussi dans l'interruption brutale de Montfleury comparée à une mortadelle d'Italie qu'il faudrait découper. À ce registre se mêle celui du lyrisme, notamment dans la scène du balcon, ou celui de l'épique, par exemple lors du siège d'Arras où l'on voit charger les cadets de Gascogne. Le tragique, enfin, est patent au moment de la mort de Cyrano, lorsque le protagoniste continue à se battre contre la mort, l'épée à la main, tandis que Roxane constate avec désarroi qu'elle n'aimait qu'un seul être et le perd 2 fois. Le mélange des tons se fait enfin à l'intérieur même du vers. En cela, Rostand suit le modèle du chef de file des romantiques français, Victor Hugo. Ce dernier, dans le poème Réponse à un acte d'accusation, écrivait
Sur les bataillons d'Alexandrin Carré, je fis souffler un vent révolutionnaire. Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Hugo rappelle ici le travail qu'il a opéré afin de rendre l'Alexandrin plus vivant au théâtre. Il voulait également qu'il y ait une révolution en poésie qui corresponde à la révolution politique. Pour lui, il fallait cesser de considérer que certains mots étaient éminemment poétiques, tandis que d'autres étaient trop grossiers ou trop banals pour rentrer dans le vers. À sa suite, Rostand recherche un alexandrin qui est à la fois la beauté, l'harmonie du vers et la souplesse, la richesse de la prose. Ainsi, dès les premiers mots, l'alexandrin est tellement divisé que l'on a peine à croire qu'il s'agisse de vers. Le premier alexandrin est découpé en 3 répliques, le troisième en 4 répliques. Le rythme du vers épouse donc la souplesse, la plasticité de la prose. On trouve aussi des rimes qui ne craignent pas l'insolite en mélangeant le lyrique et le prosaïque. Par exemple, dans l'acte 2, à l'énumération exaltée de Roxane, il est fier, noble, jeune, intrépide, beau, répond le mot enfantin, familier de bobo. Dans le 4e acte, les cadets, affamés, voient arriver avec soulagement le carrosse de Ragueneau rempli de victuailles. L'un des militaires s'exclame en patois « Viédase », tandis que Ragueneau compare son vin blanc à des flacons de topaze. Là encore, la rime a de quoi surprendre. La topaze est une pierre précieuse. La métaphore du vin blanc présenté comme flacon de topaze renvoie donc à l'embellissement traditionnel que l'on peut trouver en poésie, en tout cas auquel on s'attend. Quant à Viédase, c'est un juron patois qui signifie littéralement « vie d'âne », vie avec un T. Si vous ne connaissez pas le sens du mot, je vous engage à le rechercher parce que ça ne fait pas partie du vocabulaire que j'ai l'intention de vous enseigner. Sachez toutefois, à titre d'indice, qu'une ânesse, elle, n'en a pas. Bref, vous comprendrez ainsi que la rime est tout ce qu'il y a de plus hétéroclite. Ainsi, bien que cela puisse paraître d'abord anachronique, force est de constater que Cyrano de Bergerac est une pièce romantique. À la suite d'Hernani ou Ruy Blas, Cyrano est à la fois admirable et seul. Il est exceptionnel, tant il recherche le panache, un absolu de l'honneur, et un amour parfait. Malgré tout, il demeure à l'écart de la société, loin des faveurs et loin de l'amour qu'il aurait pu susciter. Par ailleurs, la pièce recherche une certaine fidélité au réel, comme le drame romantique. Elle la recherche par la volonté de représenter le plus fidèlement possible la société du XVIIe siècle. Pour cela, elle s'affranchit de la règle des 3 unités qui aurait pu scléroser l'action. Elle s'affranchit également de la bienséance, n'hésitant pas à représenter la mort sur scène. Enfin, comme dans les pièces romantiques, le style de Rostand est fondé sur le mélange des tons. Les registres se mêlent. Quant à l'alexandrin, il accueille à la fois le lyrisme le plus poétique et les jurons les plus grossiers. En cela, Rostand est l'héritier des romantiques, qui eux-mêmes s'inspiraient du théâtre de Shakespeare. On peut d'ailleurs noter la filiation entre Cyrano de Bergerac et Roméo et Juliette, non seulement pour la scène du balcon, mais aussi pour la richesse des tons employés.